Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer 2 matchs de Serie A que j'ai vus ce week-end depuis, le stade avec des potes de mon école. On s'est chauffé pour partir, du côté de l'Italie. Vendredi, on a regardé tous ensemble du côté, de Giuseppe Meazza, Inter Parme avant de se rendre à Turin, samedi pour regarder, Juve Bologne et j'ai donc depuis le stade essayé en tout cas, dans cette ambiance magnifique à chaque fois, d'analyser le match tactiquement et donc de vous livrer cette analyse-là. Ça me permet, moi, de progresser en termes d'analyse. Ça me permet aussi de parler d'un match que j'ai vu depuis le stade. C'est vrai que sur cette chaîne, depuis 3 ans, je n'ai jamais vraiment parlé de match que j'ai vu depuis le stade. Je crois que j'avais fait un débrief de Nice OM que j'étais allé voir à l'Allianz Riviera, mais sinon, c'est à peu près tout. Donc, ça me fait plaisir de parler sur YouTube d'un match que j'ai vraiment vu. En plus, c'est des matchs vraiment avec des stades historiques dans un contexte assez particulier. C'est vrai qu'aller à Giuseppe Meazza, c'est un rêve. Aller du côté de Turin pour y voir un match de la Juve, c'est aussi pour moi un rêve de gosse. Donc, on va en parler. On va tout d'abord parler d'Inter Parme. C'était vendredi à 18h30 et ça s'est soldé sur une victoire 3-1 des hommes de Simone Inzaghi. Mais avant de parler du match sur l'aspect tactique. On va commencer par parler de l'ambiance qui est absolument exceptionnelle. Je n'ai jamais fait l'AC Milan, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment l'ambiance de l'Inter. Ceux qui ont déjà vu les matchs des deux équipes, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, ça va être dur de surpasser ce que j'ai vu sur ce Inter Parme en termes d'ambiance, un stade qui pousse durant tout le match et surtout du football plaisant. On a vraiment vu un match de grande qualité de la part de l'Inter Milan qui a clairement étouffé cette équipe de Parme et j'ai senti cette atmosphère de rouleau compresseur. Cette équipe de l'Inter Milan est un rouleau compresseur. On sent que Simone Inzaghi peaufine sa tactique, peaufine son équipe depuis des années. On voit vraiment des automatismes. On va essayer tout d'abord de parler de la défense avec une animation très particulière. Alors on connaît tous ce 3-5-2 de Simone Inzaghi, mais en phase offensive, il est très particulier puisqu'il est presque modulable à 4. On voit un Bisek, le défenseur allemand de 24 ans, qui est limite arrière droit. Ça devient une défense à 2 donc avec De Vrij et Bastoni, Di Marco vraiment arrière gauche et on voit que ce système il est vraiment modulable puisque tu te retrouves avec un Denzel Dumfries qui est quasiment ailier droit. Ça c'est pas mon analyse, c'est un pote à moi qui me l'a fait remarquer durant le match et donc je m'en sers un peu, mais c'est vrai que Bissek vient limite devenir arrière droit et ça permet à cette défense d'être modulable limite à 4. Donc c'est pas qu'un 3-5-2 qu'on peut voir du côté de Simone Inzaghi, c'est encore plus significatif quand tu es depuis le stade, tu le vois puisque sur la première mi-temps j'avais Bissek donc juste en face de moi et tu avais vraiment ce couloir droit Bissek Dumfries et Dumfries qui était vraiment ailier droit. Donc on voit que ce dispositif en 3-5-2 de Simone Inzaghi, il est aussi modulable à 4 avec un Bissek qui est à la base un défenseur central qui devient limite, qui devient même arrière droit avec un Denzel de Frey qui à la base est un arrière droit qui devient ailier et ça évidemment c'est assez intéressant à regarder depuis le stade. Il y avait les absences de Acherbi, il y avait les absences de Pavard. J'aurais aimé voir un match de notre champion du monde 2018, mais ils étaient absents et donc on a aussi cette défense qui est très intéressante et modulable aussi. On a aussi évidemment cet axe 100% italien avec Bastoni, Di Marco et Barella. C'est un axe qui fonctionne très bien. On voit que ces mecs-là se côtoient depuis des années. On voit qu'ils se côtoient aussi en sélection, que ce sont vraiment les cadres principaux de Simone Inzaghi dans le vestiaire, puisque cet axe gauche, Bastoni, Di Marco et Barella, il est super efficace. Ça fait énormément de jeux à 3 et ça finit toujours par un centre de Di Marco. Ça finit systématiquement par un centre de Di Marco, mais malheureusement, et c'est là qu'on va passer aux offensives sur ce match-là. Marcus Thuram et Lautaro Martinez n'ont pas vraiment été en vue. Lautaro n'a pas vraiment été trouvé. Même si Marcus Thuram a marqué, il n'a pas vraiment été là dans les circuits techniques de l'Inter Milan. Et c'est la limite que j'ai trouvée à cette équipe de Simone Inzaghi, c'est que parfois les attaquants ne sont pas assez alimentés. Ça vient surtout des côtés, avec Di Marco servi sur cet axe gauche avec Bastoni et Barella, et surtout ce côté droit, comme je l'ai dit, Bissek et Dumfries, ça part souvent des côtés. Ces attaques-là, ça part aussi du milieu de terrain, avec Barella qui n'hésite pas à se projeter. C'est quasiment un numéro 10 dans cette équipe de l'Inter Milan et surtout un Çalhanoğlu qui vient chercher les ballons excessivement bas, qui est devenu un véritable numéro 6. C'est vrai qu'avec le départ de Brozovic il y a quelques années, on aurait pu se demander si Inzaghi aurait pu le remplacer, mais avec Çalhanoğlu, il a vraiment trouvé un numéro 6 et la trajectoire de l'ancien du Milan AC, elle est vraiment étonnante et il faut la louer puisqu'à la base, Çalhanoğlu, c'est quand même un numéro 10, c'est quand même un meneur de jeu, il est devenu plutôt numéro 6, regista dans cet entrejeu de l'Inter Milan. Mais la limite, selon moi, de ce système Simone Inzaghi, c'est que des fois, tu vas pas assez chercher les attaquants. En tout cas, sur le match que j'ai vu ce week-end, c'est cette limite-là, c'est que des fois, dans l'axe, ça peut manquer quelque peu de présence pour être épaulé par Barella. C'est vrai que Barella, lorsque ce dernier se projette vers l'avant et que Di Marco et Dumfries ne sont pas disponibles, ça devient compliqué pour lui de toucher Thuram et Martinez. Thuram, parce qu'il y a peut-être un problème technique. C'est vrai que Thuram n'est pas le joueur le plus à l'aise techniquement, ou Lautaro qui n'était pas dans son soir vendredi face à Parme. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette
cette limite-là, mais on voit, comme je l'ai dit, le premier point, cette défense à 3 modulable avec Bisset qui peut aller jouer l'arrière droit pour rendre cette défense à 3 limite à 4. On voit aussi ce milieu de terrain très impressionnant avec un Çalhanoğlu qui est numéro 6, qui est devenu regista, avec un Barella qui porte énormément le ballon, qui organise le jeu, qui a d'ailleurs marqué cet axe gauche, Barella, Bastoni, Di Marco, 100% italien qui se solde systématiquement par un centre de Di Marco. Et cette limite que j'ai trouvée face à Parme, c'est Thuram et Martinez pas assez sollicités, pas assez trouvés dans la zone, puisque ça va beaucoup chercher dans la largeur. Côté Parme, on a vu une équipe qui a énormément subi durant le match, même s'il y a ce but évidemment qui intervient suite à une erreur dans la défense de l'Inter Milan, mais globalement Parme s'est battu avec ses moyens, mais c'est compliqué d'exister face à ce rouleau compresseur qui en plus est poussé par un très grand stade. On va maintenant passer à Juve Bologne. Et au niveau comptable, hein, sur le match entre l'Inter et Parme, l'Inter est donc troisième de Serie A puisque l'Atalanta, dans le même temps, a battu l'AC Milan 2-1, ce qui fait que les hommes de Gasperini sont désormais leaders du championnat italien. Si on doit parler de Juventus Bologne, alors là, évidemment, l'ambiance est aussi une très très belle ambiance du côté de l'Allianz Stadium, même si j'ai beaucoup plus préféré l'ambiance de Giuseppe Meazza. L'ambiance du Juventus Stadium, elle n'est pas mauvaise, c'est une bonne ambiance quand même, quoique un peu trop familiale, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas assez ce football populaire, je trouve qu'il n'y a pas ce sentiment que j'ai pu avoir du côté de Giuseppe Meazza. Je trouve que la Juventus Stadium, par exemple, pardon, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus familial. Ça va pas pousser vraiment l'équipe à chaque fois, ça va pas être très chaud. Côté Giuseppe Meazza, c'est vraiment très chaud. On sent vraiment cette culture du football, etc. Ce football très italien, très sanguin. Du côté du Juventus Stadium, je l'ai un peu moins observé au niveau d'ambiance, même si l'ambiance reste plutôt positive. Et avec la Juventus Turin, si on devait parler du terrain, j'ai beaucoup moins vu ce rouleau compresseur. On voit que le projet de Thiago Motta n'en est qu'à ses balbutiements. On voit que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain commence peu à peu à insuffler ses idées, mais dans le jeu, ça reste relativement difficile puisque la Juventus Turin a certaines limites, notamment au niveau de la relance. Mattia Perin, Gatti, ça reste très très compliqué de relancer avec ces mecs-là. Même Danilo sur le côté droit, je ne sais pas ce que fait encore Danilo titulaire dans un grand club comme la Juventus Turin. Donc on voit que déjà pour un coach comme Thiago Motta qui a envie de relancer proprement, eh bien ce dernier malheureusement se heurte à des limites. Motta a d'ailleurs pris un carton rouge à la 51e minute, mais on voit que les idées de jeu de Motta, oui, elles sont peut-être comprises par certains joueurs, mais certains joueurs n'arrivent pas à les appliquer tout simplement puisqu'ils n'en ont pas les qualités. Que ce soit Mattia Perin, que ce soit Gatti, que ce soit Danilo, c'est beaucoup trop limité pour essayer de relancer, pour essayer de mettre en place ce qui est demandé par Thiago Motta, à tel point que Kalulu, qui était défenseur central droit aux côtés de Gatti, est limite devenu milieu de terrain pour venir apporter un peu d'aide à la construction. C'est pas du patriotisme que je suis en train de faire, mais c'est vrai que Pierre Kalulu est l'un des seuls qui a surnagé dans cette équipe bien moribonde hier de la vieille dame, notamment lorsqu'il est monté un peu plus haut sur la fin du match pour apporter un peu de surnombre au milieu, puisque ce milieu de terrain qui est plutôt qualitatif sur le papier avec Fagioli, Coupe Miners et Locatelli, eh bien, il a été complètement submergé par pourtant un double pivot. En face, il y avait un double pivot du côté de Bologne. C'était que deux milieux de terrain. Il y avait Pobega et Freuler qui ont fait le boulot. C'est des joueurs qui ne payent pas de mine, mais ça reste quand même des joueurs de qualité. Pobega qui était du côté de l'AC Milan, Freuler qui est un cadre de la sélection suisse. Donc on voit que oui, ces joueurs-là, ça ne paye pas de mine, c'est pas extraordinaire, mais hier, ça a suffi pour canaliser un milieu de terrain qui était bien en deçà de ce qui est demandé normalement à la Juve. Pourtant, sur le banc, tu as aussi des joueurs qui sont capables d'apporter. Thuram, Yildiz, dans un profil un peu plus offensif, mais c'est plutôt compliqué de tous s'accorder. On voit que collectivement, il y a un peu de mal et ce milieu de terrain a tellement été mauvais que Fagioli et Locatelli sont tous les deux sortis dès l'heure de jeu puisqu'ils n'ont pas du tout réussi à insuffler leur rythme dans le milieu de terrain face à une équipe de Bologne qui est extrêmement séduisante. Bologne, c'est un peu comme Gérone. En Espagne, c'est des équipes qui viennent d'émerger, c'est des équipes qui travaillent bien, c'est des équipes qui à la base ont l'habitude de jouer le maintien ou de lutter dans les zones de relégation et pourtant, c'est des clubs qui sont émergents, c'est des clubs qui ne font que progresser depuis des années à tel point que Bologne et Gérone sont tous les deux en Ligue des Champions cette saison. On se rappelle de ce qu'a fait Gérone l'année dernière en Liga. On se rappelle aussi que Bologne, sous Thiago Motta, l'an dernier avait été extrêmement prometteur. Et à Bologne, il y a des joueurs de grand talent avec Endoy qui a énormément progressé. C'est pas le Endoy qu'on pouvait avoir du côté de l'OGC Nice et Lukumi, le défenseur central colombien de 26 ans qui a fait un super match hier. Alors hier pour canaliser Vlahovic, il fallait pas vraiment être Cannavaro, on va pas se mentir, mais c'est vrai que Lukumi a fait un très bon match et dans ce temps d'avance, il a toujours ce temps d'avance, c'est lui qui va insuffler le rythme sur la première relance du côté de Bologne, ce dont la Juventus Turin est totalement dépourvue. La Juventus n'a pas ce joueur qui sur la relance va insuffler le rythme, va faire la première passe, qui va construire une action collective, alors que Bologne là avec Lukumi ils sont tout à fait capables de relancer très proprement. C'est aussi un central qui peut se projeter vers l'avant en conduisant. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de coachs qui s'attardent beaucoup dessus. C'est conduire le ballon, ne pas attendre une solution du coéquipier, essayer de le porter pour gagner de l'espace. Et ça,
Lukumi le fait parfaitement bien. Donc on a ce premier relanceur avec le défenseur central colombien Lukumi. On a ce double pivot qui paye pas de mine, Freuler et Pobega, mais qui suffit à canaliser un milieu de terrain comme celui de la Juve qui est très mal organisé. Et on a un Endoy qui a énormément progressé, qui dans la percussion, là aussi dans la conduite du ballon, est très performant et arrive à gagner des espaces fous. On a aussi le jeune Dominguez, l'Argentin, qui est extrêmement prometteur. J'adore ce genre de petits profils. Mais c'est vrai qu'on avait une équipe de Bologne très bien organisée collectivement, qui défendait avec ce 4-4-2 à plat en bloc médian. Pas besoin d'aller chercher la Juve très haut, puisque la Juve va commettre des erreurs sans avoir besoin d'aller les chercher. Et puis cette équipe de Bologne extrêmement bien organisée, mais derrière, la Juve dispose quand même d'individualités de grande qualité. On a Coupe Miners qui, dans un match sans, a réussi tout de même à y aller de son but. Et on a un Bangula qui est très bien rentré sur la fin du match pour venir inscrire ce merveilleux but. Et la Juve est toujours invaincue en Serie A, 6 victoires, 9 matchs nuls, sixième du classement. La situation n'est pas catastrophique, tu t'en sors très très bien, tu es encore invaincu en championnat, tu vas recevoir City qui est malade en Ligue des Champions cette semaine à domicile, mais c'est vrai que cette équipe de la Juve, dans la construction collective, on sent qu'il y a des limites, puisque même si Thiago Motta a des idées de jeu, même si c'est plutôt prometteur, ce début de saison de la Veidam n'est pas catastrophique, il ne faut pas oublier qu'il y a tout à reconstruire du côté de la Juventus Turin. C'est une équipe qui a énormément gagné dans le passé et qui pour le moment rentre un peu dans le rang, puisque les autres clubs travaillent bien aussi. On a l'Atalanta, on a le Napoli, on a l'Inter, j'en parlais juste avant, qui travaille très bien aussi, donc c'est compliqué de s'en sortir, mais la Juve dispose de limites évidentes. À part Conceição qui, quand il est trouvé, peut vraiment faire des ravages, à condition qu'il ne soit pas systématiquement trouvé dans le dos, puisqu'hier, l'ailier portugais est toujours trouvé dans le dos, donc il a du mal à se sortir de là, face à des défenseurs de Bologne qui font du bon boulot, et surtout avec des coéquipiers qui manquent de qualité autour de lui. Il essaye de surnager, mais c'est compliqué. Weah a des limites, et un Vlahovic qui est absolument absent sur le match d'hier, et qui a surtout été très très bien contenu par un Lukumi qui a fait un excellent match. Donc cette équipe de la Juve, elle a tout simplement des limites évidentes. Il n'y a que Coupe Miners, Conceição qui sont vraiment au-dessus du lot. Le reste, ça me paraît compliqué. Aucun de ces joueurs-là ne serait titulaire dans la Juve d'il y a 6-7 ans, et ça montre parfaitement que le club a régressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager, et vive la Serie A.